La pluie de feu que vous voyez sur la ville israélienne de Tel Aviv est en réalité le nouveau missile balistique iranien appelé Kaibar Shahab, qui peut transporter non pas un, non pas deux, mais 20 à 50 petites ogives. Il peut causer une destruction massive sur une zone entière et est presque impossible à abattre. Le système radar d'alerte précoce aux missiles balistiques AN/FPS 132 des forces spatiales américaines, situé au Qatar, a coûté 1,1 milliard de dollars et était le plus grand radar au Moyen-Orient. Je dis « était » parce que les missiles iraniens l'ont maintenant complètement détruit. Voici Dubaï, le terrain de jeu des riches au Moyen-Orient, où des drones Shahid attaquent quotidiennement et il est devenu impossible de tous les abattre. Les États-Unis ferment également leurs ambassades une par une à travers le Moyen-Orient. Voici l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions de classe Nimitz, valant environ 7 milliards de dollars aujourd'hui. L'Iran affirme avoir ciblé ce porte-avions avec ses missiles. Les États-Unis nient toujours cela et affirment que le porte-avions n'a subi aucun dommage. Mais le fait demeure que le porte-avions a été déplacé loin de l'Iran. En seulement une semaine, l'Iran fait face à la nation la plus puissante du monde dans une guerre qu'il ne peut pas gagner mais refuse de perdre. La question est: comment est-ce même possible? Qu'est-ce que l'Iran possède que les forces avancées américaines, les armes avancées, l'intelligence artificielle avancée et le leadership audacieux ont échoué à prendre en compte dans leurs calculs? Quand l'Amérique et Israël ont conjointement attaqué l'Iran le 28 février, le monde entier a probablement supposé que l'Amérique gagnerait cette guerre en quelques heures. Après tout, ils avaient éliminé toute la direction. Sûrement le plus grand ennemi de l'Iran allait enfin se soumettre et se rendre. Mais ensuite, quelque chose s'est produit au cours de la semaine passée qui a laissé le monde entier stupéfait. L'Iran ne s'est pas rendu. L'Iran a riposté. Un par un, il a ciblé les bases américaines en Israël et dans les pays du Golfe. Comment est-ce possible? C'est parce que l'Iran possède l'un des arsenaux de missiles et de drones les plus avancés et les plus rentables au monde. Et ce n'était pas un secret pour l'Amérique. En fait, les gardiens de la révolution islamique ont publié une vidéo en mars 2025 qui a laissé les experts mondiaux de la défense sans voix. L'Iran possède en réalité des villes souterraines entières de missiles, avec des tunnels s'étendant sur des kilomètres où chaque missile est stationné sur sa propre plateforme de lancement. Et personne ne sait combien de ces tunnels, ni combien de kilomètres d'infrastructures souterraines l'Iran détient actuellement. Rappelons que l'Iran a commencé à construire ces tunnels en 1984. On dit que les roquettes et les drones que l'Iran a utilisés dans les premiers jours servaient simplement à vider son vieux stock, conçu pour épuiser les stocks de missiles intercepteurs des États-Unis et d'Israël. Le vrai jeu ne fait que commencer avec des munitions à fragmentation et des missiles hypersoniques. Que l'Iran gagne ou perde n'a presque plus d'importance. Ce qui importe pour le monde entier, c'est que la définition de la guerre est en train de changer. La pensée intelligente surpasse maintenant les bombes intelligentes et d'autres pays prennent note. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'Iran a réussi à tenir pendant une semaine entière dans cette guerre, comment il a donné du fil à retordre à l'Amérique et à Israël, comment le drone Shahid a causé des milliers de milliards de dollars de dommages à l'Amérique, comment l'Iran a réussi à construire ses drones malgré les sanctions et à un coût si bas, pourquoi les missiles balistiques iraniens font trembler Israël, et quels missiles avancés l'Iran n'a même pas encore utilisés. Et surtout, est-ce que l'Inde observe et apprend de tout cela? Quand l'Iran a lancé sa première vague d'attaques de drones et de missiles, après la mort de l'ayatollah Khamenei, les analystes américains ont probablement ricané en pensant « Sérieusement, vous allez nous défier avec ça ?» Ce sont des drones Shahid ordinaires et de vieux missiles lents qui sont très faciles à intercepter. C'est pourquoi les intercepteurs avaient un taux de réussite de 97% et l'Iran ne pouvait pas causer beaucoup de dégâts. Mais l'Iran jouait un jeu complètement différent, quelque chose que l'Amérique ne commence peut-être qu'à comprendre maintenant. Une stratégie de guerre longue était déjà en mouvement. Les drones et les missiles que l'Iran lançait ne coûtaient à l'Iran que 20 à 200 dollars à fabriquer, tandis que les missiles qu'il tirait pouvaient être construits pour 100 000 à 500 000 dollars. Pendant ce temps, pour les intercepter, l'Amérique tirait ses missiles intercepteurs THAAD, Patriot et Arrow 3, coûtant chacun au minimum 1 million à 15 millions de dollars. De plus, l'Iran envoyait tellement de drones simultanément que même si l'un était raté, il fallait tirer 2 ou 3 autres intercepteurs pour le poursuivre. Il est vrai que l'Iran a subi des pertes bien plus importantes par rapport à l'Amérique, mais si vous regardez la carte, vous comprendrez que les réalisations de l'Iran ne sont pas une mince affaire. Surtout en considérant qu'il n'est pas reconnu comme une superpuissance de missiles balistiques intercontinentaux et ne possède pas de missiles balistiques intercontinentaux. Premièrement,
Considérons les défis auxquels il fait face. Les avions de chasse de l'armée de l'air américaine patrouillent autour de l'Iran en fournissant des avertissements précoces. Tout missile ou drone que l'Iran lance peut d'abord être intercepté par les bases militaires américaines. S'ils survivent à cela, ils traversent l'espace aérien syrien et jordanien où l'armée de l'air israélienne peut les intercepter ou les abattre. Après cela, les missiles doivent encore vaincre les propres systèmes intercepteurs d'Israël. Ce n'est qu'alors qu'une poignée de missiles parvient à causer des dommages à leur cible au cœur d'Israël. Donc en surface, cela ressemble à une situation perdant-perdant où tous les missiles sont lancés mais abattus avant d'atteindre Israël. Mais si l'Iran continue de faire cela sans relâche, l'Amérique manquera très bientôt de missiles intercepteurs pour se défendre. Le stratège de défense américain Khalid Grico dit que quand l'Iran tire un drone coûtant seulement $1, l'Amérique et ses alliés doivent dépenser 20 à 28 $ pour l'arrêter. L'Iran comprend clairement très bien cette économie et ce jeu de quantité. Selon un rapport de Bloomberg, après la première vague d'attaques, le Qatar a dit en privé à l'Amérique que si l'Iran continuait à tirer des drones et des missiles à ce rythme, le stock d'intercepteurs Patriot serait épuisé en seulement 4 jours et la situation spiralerait complètement hors de contrôle. Officiellement, le Qatar a précisé qu'il n'avait rien dit de tel et qu'ils ont suffisamment de missiles défensifs. Les affirmations et contre-affirmations voleront toujours pendant n'importe quelle guerre. Mais il y a une histoire factuelle très intéressante ici qui va vraiment vous surprendre. Le drone qui a semé le chaos dans les pays du Golfe et mis l'Amérique sur la défensive en seulement 3 ou 4 jours de guerre, d'où venait-il et comment l'Iran a-t-il obtenu cette technologie? Pour comprendre cela, remontons au 4 décembre 2011, quand un drone américain égaré a été trouvé dans la région de Cachemar, en Iran. C'était le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, qui à l'époque était le drone de surveillance le plus avancé de l'Amérique. Le gouvernement américain a d'abord dit non, ce n'est pas notre drone. Quand l'Iran a publié une vidéo du drone, l'administration Obama a admis « Oui d'accord, c'est le nôtre, veuillez le rendre, allez, rendez-le nous ». Eh bien l'Iran n'était pas aussi généreux. Il n'allait pas remettre une technologie avancée qui venait de tomber dans ses mains. Au lieu de cela, l'Iran a étudié ce drone, l'a rétro-conçu et a construit 3 nouveaux drones basés sur lui. Le premier s'appelait Shahid 171, une copie exacte du RQ-170. Le second était le Shahid 191, que l'Iran a légèrement amélioré et transformé en drone capable de combat. Le troisième est le plus simple en apparence mais le plus létal, le Shahid 136. C'est le drone kamikaze, qui pousse aujourd'hui une superpuissance comme l'Amérique sur la défensive. Comment appelleriez-vous cela? Appelez ça justice poétique ou frugalité extrême, mais l'Iran utilise la propre technologie américaine pour repousser l'Amérique. Mais maintenant, ce que je vais vous dire ensuite, vous direz « Waouh, même l'Amérique copie la technologie ». Ce drone a tellement embêté l'Amérique que l'Amérique elle-même a rétroconçu le Shahid 136, en a fait une copie, l'a nommé LOCAAS, ce qui signifie Low Cost Autonomous Attack System, et l'a réellement utilisé contre l'Iran dans l'opération Epic Theory. Cela signifie que l'Amérique a copié la copie iranienne du drone américain et l'a ensuite utilisé contre l'Iran. Si ce n'était pas pour la tragédie de la guerre, ce serait honnêtement une comédie à ce stade. Quand on regarde la conception du drone Shahid, on comprend pourquoi il est si simple, mais si efficace. Ce drone de 200 kg peut parcourir 2000 km à une vitesse de 180 km/h. Ils sont toujours lancés en groupe pour rendre l'interception difficile, et même si certains sont interceptés, 1 ou 2 passeront toujours. Ces doubles moteurs lui permettent de voler à une altitude de 13 000 pieds et monter sur son nez, ou plutôt la colère sur son nez, se trouve une ogive transportant environ 36 kg d'explosifs qui causent une explosion massive à l'impact. Dans sa première vague, l'Iran a lancé des drones Shahid 136, des missiles balistiques à courte portée Zulfikar, des missiles balistiques Qaim-1 et des drones de surveillance Shahid 129, les uns après les autres, contre les bases américaines et israéliennes. Et le coût pour l'Amérique pour les arrêter était 20 à 100 fois plus élevé. Donc même si vous avez réussi à tout intercepter, votre compte bancaire a pris un sérieux coup. Après la première vague, les stocks d'intercepteurs de l'Amérique et de ses alliés commencent à s'épuiser, puis vient la deuxième vague, qui est très différente de la première. Le 2 mars, l'Iran envoie des centaines de drones avec son missile hypersonique Fatesh 2 de son artillerie principale, et pas même 10 missiles intercepteurs de Tel Aviv ne pouvaient l'arrêter. En une seule frappe, toute une zone est réduite en ruines. Et l'attaque était si massive qu'Israël a essayé d'empêcher les photos et vidéos de sortir et a délibérément partagé des images sur ses propres réseaux sociaux, suggérant que rien de grave ne s'était passé et que les missiles avaient juste laissé quelques cratères dans les routes. Mais certaines photos et vidéos sortent montrant un spectacle terrifiant.
Celui qui a causé toute cette destruction est en réalité le missile Fateh 2 de 12 tonnes. Ce n'est pas un missile ordinaire. Il frappe sa cible à une vitesse de Mach 15. Pour mettre Mach 15 en perspective, un avion normal vole à environ 900 km/h, donc Mach 15 signifie qu'il se déplace 20 fois plus vite qu'un avion normal. Ce missile utilise du carburant liquide et peut changer sa trajectoire en plein vol, c'est pourquoi le suivre sur n'importe quel radar ou l'abattre avec n'importe quel missile est extrêmement difficile. Sa portée est d'environ 10 500 km, ce qui signifie que sa portée couvre non seulement Israël, mais le Golfe, les bases américaines et de grandes portions de la mer d'Arabie également. L'Iran n'a pas construit cette armée de missiles du jour au lendemain. Il se prépare depuis 1984. Pendant la guerre Iran-Irak en 1984, Saddam Hussein a tiré des missiles Scud sans relâche sur les villes iraniennes, causant d'énormes dommages. Environ 5 000 Iraniens ont été tués et plus de 20 000 ont été blessés dans cette guerre. À cette époque, l'Iran a compris que sans missiles, il ne pouvait ni se protéger, ni attaquer efficacement, et cette même année, l'Iran a commencé à construire ses bases de missiles souterraines. En juin 1985, l'Iran a cherché l'aide de la Libye, de la Syrie, de la Corée du Nord et de la Chine pour construire des missiles. En 1990, la Chine a joué un rôle significatif dans le programme iranien de missiles à carburant solide. Selon les propres archives du département du Trésor américain, le missile Fateh 110, qui reste aujourd'hui l'épine dorsale de l'arsenal de missiles iranien, a été construit avec l'aide chinoise. En 1987, la Corée du Nord a aidé l'Iran dans le développement de missiles. Le missile Khurram-Shah, l'un des missiles les plus létaux de l'Iran, est essentiellement une version iranienne du Hwasong-10 nord-coréen. Malgré les sanctions et avec l'aide de la Chine et de la Corée du Nord, l'Iran a construit une armée entière de missiles au cours des 40 dernières années. L'année dernière seulement, Israël en a eu un avant-goût quand pendant une guerre de 12 jours, l'Iran a tiré plus de 550 missiles balistiques et plus de 1000 drones sur Israël. Même à cette époque, il y avait des rapports que les intercepteurs défensifs d'Israël s'épuisaient et que l'Amérique avait du mal à les réapprovisionner assez rapidement. Maintenant, l'Iran n'a jamais admis cela et l'a nié, mais le fait demeure que le 24 juin, Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un cessez-le-feu avait été conclu entre l'Iran et Israël et qu'il ne se tirerait plus de missiles dessus. L'Iran admet maintenant qu'accepter ce cessez-le-feu l'année dernière était une erreur, car cela a donné à l'Amérique le temps de produire plus d'intercepteurs. Pendant un temps, le dôme de fer d'Israël était célèbre dans le monde entier et les gens avaient l'habitude de le mettre en avant comme l'exemple ultime d'un bouclier défensif que rien ne pouvait pénétrer. Le système de défense d'Israël était capable d'abattre les roquettes entrantes à différentes altitudes et de garder sa population et son pays en sécurité. La première couche de ce système est le missile Arrow 2 qui détruit les missiles à courte portée et balistiques dans la haute atmosphère à 50 km au-dessus du sol, frappant sa cible à une vitesse de Mach 9 et capable de neutraliser 14 cibles simultanément. Si un missile survit à cela, vient ensuite David the Sling, conçu pour abattre des missiles d'une portée de 40 à 300 km en utilisant des intercepteurs Stunner qui utilisent la technologie Hit to Kill, ce qui signifie qu'il détruit les missiles entrant uniquement par impact cinétique sans aucune ogive explosive. Si quelque chose passe encore à travers tout cela, la dernière ligne de défense est le dôme de fer, qui intercepte les roquettes à courte portée et les drones dans une plage de 4 à 60 ou 70 km. Il ne cible que les missiles se dirigeant vers les zones peuplées. Si l'ordinateur détermine qu'une roquette va atterrir dans une zone vide, elle est simplement laissée tomber. Israël travaille également sur Iron Beam, un système à base de laser qui peut détruire des drones et des roquettes à moindre coût en utilisant un faisceau laser. Avec tout cela vient le système américain THAAD, conçu pour abattre des missiles balistiques à courte, moyenne et longue portée, capables d'intercepter des missiles balistiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère. Il est très avancé, mais aussi très cher, chaque missile coûtant 12 à 15 millions de dollars, donc son approvisionnement est limité. L'Iran essaie de vaincre tous ces systèmes avec une astuce simple, appelée stratégie de tir en salve, c'est-à-dire lancer des centaines de drones, des missiles de croisière à basse altitude et des missiles balistiques à grande vitesse, tous en même temps, simultanément. Les drones servent de distraction pour que les intercepteurs s'occupent à abattre les drones pendant que les vrais missiles font leur travail. Mais en même temps, l'Iran a également commencé à utiliser la technologie de fragmentation d'ogives et de leurres, ce qui signifie que de faux leurres sont envoyés avec les missiles qui confondent les intercepteurs pendant que la vraie ogive part dans une direction différente. Au moment où l'intercepteur comprend quoi cibler,
Le missile a déjà fait son travail. Les intercepteurs reçoivent des informations de radar avancées, donc l'Iran a commencé à faire autre chose, attaquer et détruire les systèmes radar-intercepteurs américains un par un, comme le radar AN/FPS 132 au Qatar, qui a maintenant été complètement détruit par l'attaque iranienne. Ce radar d'1 milliard de dollars qui pouvait scanner le ciel sur 5000 km a disparu. Le système radar Tchahad aux Émirats Arabes Unis a également maintenant été neutralisé par l'Iran. Donc d'un côté, les yeux sont crevés, et de l'autre côté, les munitions de l'allié américain Israël sont épuisées. C'est pourquoi Trump parle maintenant de soutenir les groupes insurgés kurdes à l'intérieur de l'Iran et veut un changement de régime là-bas, parce que les bombes intelligentes, seules, ne font pas le travail. Le premier jour de la guerre, Trump avait supposé que l'Amérique gagnerait cette guerre en 2 à 3 jours. Et maintenant, il accepte tranquillement que la guerre peut se combattre éternellement. Cela en soi est une victoire pour l'Iran. De plus, les insurgés kurdes eux-mêmes ont dit qu'ils n'allaient pas devenir les marionnettes de l'Amérique et qu'ils ne veulent pas d'armes américaines et ne veulent pas être entraînés dans cette guerre. Maintenant, Trump ne semble plus si macho dans ses conférences de presse non plus. Sa voix semble nettement plus modérée. Les ambassades américaines dans les pays du Golfe ferment les unes après les autres. Des voix s'élèvent, même dans le Golfe, demandant pourquoi l'Amérique a créé ce gâchis et la plus grande superpuissance du monde ne peut même pas garantir la sécurité de ses propres citoyens au Moyen-Orient. Les choses échappent au contrôle. Les gens en Amérique elle-même commencent à protester et même des vétérans demandent pourquoi nous combattons la guerre d'Israël ici. Une question se pose maintenant. Si l'Amérique ne parvient pas à arrêter l'Iran et ne peut pas détruire tous les lanceurs, que fera l'Iran ensuite ? L'Iran a déjà fait clairement que jusqu'à ce que les bombardements américains et israéliens s'arrêtent, il continuera à attaquer les zones économiques de tous ses pays voisins. Nous vous avons déjà parlé plus tôt du détroit d'Ormuz et de comment l'Iran l'a effectivement bloqué. Environ 20 à 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL passe par là, ce qui signifie que les prix du pétrole brut pourraient augmenter fortement. Et l'Iran pourrait encore déployer son missile le plus avancé dans les prochains jours, le Khorramshahr 4, également appelé le Big Daddy des missiles ou Kaibar. C'est le missile balistique avancé de 4e génération de l'Iran qui mesure 13 mètres de long, 1,5 mètre de large et pèse environ 20 tonnes, imaginez essentiellement lancer un camion entier. Sa portée officielle est de 2000 à 4000 km. Il peut être équipé d'une ogive pesant 1500 à 1800 kg. En termes de vitesse, il peut atteindre Mach 16 hors de l'atmosphère et Mach 8 dans l'atmosphère. C'est pourquoi l'Amérique essaye maintenant de bombarder massivement l'Iran pour somehow détruire les lanceurs de tels missiles afin que l'Iran perde la capacité de les tirer. Un autre exemple de bombe intelligente contre pensée intelligente, les jets multimillions de dollars d'Israël, les avions de chasse, les systèmes d'IA et l'intelligence ont neutralisé des avions sur le tarmac de Tabriz, mais ce n'étaient pas vraiment des avions. C'était des peintures. Israël ciblait des peintures. Donc entre les missiles, les drones bon marché et les peintures, l'ennemi est amené à dépenser des crores de dollars et à subir des pertes simplement grâce à une pensée intelligente et à des tactiques de guérilla.